C'est un drame épouvantable et sans précédent qui se déroule à quelques heures d'avion de notre belle France, un massacre à ciel ouvert et sans témoins gênants. Une situation que d'aucuns qualifient de génocidaire et pourtant c'est totalement absent de nos médias, totalement effacé des agendas des grands de ce monde. On ne le dira jamais assez, le silence tue et on le constate chaque jour qui passe. Les victimes s'amoncellent, les assassinats se succèdent à un rythme effrayant en République démocratique du Congo. Des frontières poreuses, des voisins hostiles comme le Rwanda ou l'Ouganda. Une terre riche en minerais qui attire la convoitise des seigneurs de la guerre, soutenue pour certains par les pays occidentaux, lesquels s'appuient sur des dirigeants corrompus pour piller le pays. Voilà le cocktail détonnant d'un chaos humanitaire qui tue un peuple à petit feu. Actes de violence commis contre des femmes, actes de violence commis contre des enfants, violences sexuelles. Les chefs d'accusation sont nombreux, mais les tribunaux internationaux regardent ailleurs. Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli, a écrit le prix Nobel de la paix Elie Wiesel. En RDC, on n'aura même pas le privilège d'oublier, puisque ce génocide qui se déroule en ce moment même et qui a fait depuis 1996 6 millions de morts n'existe pas officiellement. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. On ne le dira jamais assez, consacré ce soir à la situation explosive au Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, où des millions de civils innocents ont trouvé la mort depuis 1996. À l'occasion de l'opération Congo Week qui se tient dans plusieurs capitales du monde, nous revenons sur cette guerre qui se déroule dans l'indifférence générale. Pour en parler donc avec nous, on reçoit sur ce plateau plusieurs invités, notamment Rebecca Kabango qui se trouve donc à ma droite. Rebecca Kabango qui représente donc la Congo Week. C'est un mouvement donc qui se tient dans plusieurs pays, je l'ai dit, avec une programmation ici à Paris aussi du 18 au 21 octobre avec des conférences, des rencontres à la Maison de l'Afrique qui se trouve dans le 5e arrondissement à Paris, 7 rue des Carmes. Il y a à côté de vous Jean-Paul Mvogo, vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes économiste et vous êtes l'auteur de cette encyclopédie qu'il y a devant vous, l'encyclopédie de l'industrie et du commerce de la RDC. Il y a également sur ce plateau une autre femme, c'est Madame Elsa Voumi, présidente de l'association Congo Actif. Vous avez notamment participé à la marche des femmes du Kivu en 2010. Et puis un confrère qui est sur ce plateau aussi, Karwin Maïzo, vous êtes journaliste et on peut vous entendre parfois sur RFI, Radio France Internationale. En deuxième partie de cette émission, on retrouvera Alain Dongisila, qui est le président de l'association donc Devoir de mémoire et qui milite depuis 2009 pour interpeller l'opinion publique sur la crise dans l'Est de la RDC. On va donc commencer ce débat par présenter cette opération, ce mouvement Congo Week. Rebecca Kabango, qu'est-ce que c'est et depuis quand existe-t-il ? Donc, la Congo Week est un mouvement qui a été lancé par l'association Friends of the Congo, créée en 2004 aux États-Unis. Elle a créé ensuite le mouvement mondial Congo Week en 2008 afin de propager en fait l'information concernant le conflit qui touche l'Est de la RDC. Donc à ce jour, c'est plus de 60 pays qui participent à la Congo Week à travers le monde, 300 entités différentes aussi qui organisent un événement spécial afin d'informer le public et de faire en sorte que les alliés de la paix au Congo soient plus nombreux que ceux qui instrumentalisent le chaos. L'idée, c'est de dire que voilà, il faut se tenir mobiliser toutes les capitales pour pas qu'on oublie les victimes. Pour faire connaître, pour faire en sorte qu'aussi des actions soient menées par le grand public afin de faire pression sur les personnes qui peuvent avoir une influence sur la résolution du conflit. Alors Karwin Maïzo, vous êtes journaliste, j'imagine que vous avez entendu parler de cette opération, de ce mouvement, vous avez déjà traité ça dans les sujets que vous faites. Vous trouvez que justement c'est une bonne manière de faire connaître ce conflit qui se déroule, comme je le disais, dans une certaine indifférence. Ça peut justement tenir lieu de mobilisation. Déjà au point où nous en sommes, tout ce qui sera fait dans le sens de révéler ce qui se passe réellement au Congo est le bienvenu. Donc c'est une bonne manière dans ce sens que le mouvement Break the Silence, c'est en quelque sorte, comme on dit, Hollywood contre Wall Street et Washington. Donc Hollywood, c'est les vedettes, les stars du cinéma, et qui parlent d'un conflit dont les origines seraient parties de certaines capitales occidentales, des origines politiques. Mais comme les moyens sont disproportionnés,
Ce qu'il faudrait faire, c'est, disons, prendre le moyen qui se présente et qui s'avère être efficace parce que il y a quelques années, les conflits du Congo n'étaient pas, disons, connus, mais maintenant, on commence à en parler de plus en plus. Donc, on ne peut, c'est d'ailleurs la raison de ma présence sur ce plateau, on ne peut qu'être derrière eux et les appuyer. Et justement, c'est ce qui vous a peut-être motivé aussi, Jean-Paul Mbogo, à participer à ce moment, à tenir des conférences, notamment à la Maison de l'Afrique, lors de cette opération. Oui, tout à fait. Je reviendrai véritablement sur l'aspect économique de ce conflit. Qui motive une des conférences en fait, qui aura lieu pendant cette semaine. Il faut savoir que la RDC est un pays au potentiel économique formidable. Mais malheureusement, cette décennie de troubles politiques et sécuritaires a largement en fait, empêché ce potentiel de se réaliser. Donc derrière, potentiel qui ne peut pas se réaliser, mais aussi derrière des conséquences humaines, des conséquences sociales très graves, notamment dans les deux Kivu. Elsa, vous-même, vous êtes présidente d'une association, donc c'est une opération à laquelle vous adhérez totalement. Vous dites, voilà, c'est ce qu'il faut justement pour retenir les gens mobilisés. Ah oui, totalement. Ça rentre dans l'objectif de mon association, c'est-à-dire faire connaître le Congo, faire connaître le drame sans précédent qui s'y déroule depuis plus de 20 ans, de faire connaître donc l'immensité des crimes contre l'humanité et des crimes économiques qui jusqu'à aujourd'hui continuent avec donc des répercussions sans précédent sur la population. Alors, Rebecca Kabango, rappelez-nous tous ces gens qui participent justement à cette opération. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y a beaucoup d'étudiants, il y a des Congolais, des Africains de tout bord, mais également des Européens qui sont derrière et qui poussent. Et ce sont tous des bénévoles? Ce sont tous des bénévoles. Il y a des pays, il y a toutes les nationalités. On a aussi une Congo Week à Osaka, par exemple. C'est vrai que le mouvement a été au début porté plus par des étudiants, mais on essaie de toucher en fait toute la société civile. Donc de faire en sorte, c'est le meilleur moyen pour nous de s'assurer que le message sera propagé au plus grand nombre. Et donc, dans les universités, sur les campus, il y a tout type d'activités qui sont organisées. Ça passe bien souvent par des conférences. Donc, nous aussi, nous aurons des conférences sur différentes thématiques, telles que la prédation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, les crimes commis dans les deux Kivu. Donc, le but est d'informer et de sensibiliser les gens à la situation dans l'Est de la RDC. Et justement, ces manifestations, ces conférences se tiendront à partir du 18, c'est ça? Donc, à partir du 18 à la Maison de l'Afrique, du 18, donc il y a 3 dates à la Maison de l'Afrique, le 18, le 19 et le 21. Le 21 étant la journée la plus importante, puisqu'on aura 3 temps. C'est un dimanche? C'est un dimanche, oui. On aura 3 temps. Un premier temps dédié vraiment à éclaircir les tenants et les aboutissants du conflit. Un second temps qui va mettre en lumière le rôle des ONG sur place. Et un troisième temps qui va plus porter sur l'engagement des associations, des médias, des artistes congolais ici dans la diaspora française pour parler du conflit et surtout trouver des solutions pour résoudre ce conflit. Alors, au moment où cette émission sera diffusée, le sommet de la francophonie qui se tenait donc à Kinshasa sera déjà fini. Est-ce que sur le plateau, j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses sur Internet, certains se disaient choqués que ce sommet se tienne là-bas au moment justement où les assassinats se poursuivent. Peut-être que je peux vous poser la question à vous, Caroline Maïzo, vous qui êtes journaliste, sur justement entre le maintien de ce sommet qui se tient et puis en même temps les assassinats qui se maintiennent tous les jours aussi. Alors, sur un plan strictement culturel africain, on ne va pas faire la fête dans une famille en deuil. Donc, la République démocratique du Congo est endeuillée, le bilan est entre 6 et 8 millions de morts. Il est, je vais dire, indécent d'aller dans une manifestation festive dans un pays, dans un tel état. Ça, c'est sur le plan culturel et strictement africain. Mais s'il faut se mettre sur un plan juridique, je dirais que la déclaration du Bamako de l'an 2000, en juin, les États se sont engagés librement, bien que ce ne soit qu'une déclaration, à accepter, à n'avoir des sommets que dans un pays où se déroulent des élections libres, transparentes et démocratiques, et les États s'engagent à promouvoir la démocratie. Or, les dernières élections en République démocratique du Congo sont les plus chaotiques qu'on ait connues en Afrique ces derniers temps. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, la vérité des urnes, on ne la connaît pas encore. Bon, disons, il y a M. Etienne Tshisekedi qui dit qu'il a été élu, les camps de M. Kabila qui a été élu.
Je pense que la francophonie pouvait aider la République démocratique du Congo à résoudre ces problèmes au lieu d'aller dans un pays qui a violé de façon manifeste la déclaration de Bamako. Donc, sur le plan culturel africain et sur le plan juridique par rapport à la déclaration de Bamako, il n'était pas, disons, opportun d'avoir ces sommets à Kinshasa. Même question à vous, Jean-Paul Mbogo. Ça vous a choqué? En soi, moi, je répondrais beaucoup plus sur un point de vue maintenant très opérationnel. Le sommet va avoir lieu. Que peut-on faire pour justement aider les populations du Congo, aider ces populations à sortir de ce cycle de guerre? Si ce sommet peut aboutir à une déclaration qui irait... Vous y croyez vraiment? Pourquoi pas? Après tout, c'est une question après peut-être de diplomatie, c'est une question peut-être d'engagement des pays africains, c'est une question de posture pour la francophonie, démontrer véritablement que sur ce point, qui est le point de la démocratie, du maintien de la paix en Afrique subsaharienne, la francophonie peut effectivement s'engager et avoir une posture claire et nette. Et oui, effectivement, puisque bon, au-delà des arguments que vous avez posés, maintenant le sommet va avoir lieu. Si ce sommet peut marquer d'une pierre un engagement de la francophonie pour condamner un certain nombre d'actes qui violent la souveraineté du Congo et qui entraînent des prédations, peut-être. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet pour parler justement de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Moi, modestement, c'est vrai qu'on entend tous les jours, parfois on lit des articles, on entend parler, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de sujet de fond sur ces questions et que c'est totalement absent des médias, totalement absent. On parle beaucoup de la Syrie, du printemps arabe, alors que là, ça se fait... Alors, beaucoup d'acteurs sont impliqués dans ce conflit, c'est assez complexe. Certains parlent de guerre civile ou de guerre ethnique. D'où vient ce conflit qui dure depuis 1996, si les dates sont bonnes? Je ne sais pas, on peut commencer peut-être avec vous. C'est bien ça, Karoui? Oui, le conflit a commencé officiellement en 96, mais bon, on a commencé à le préparer depuis longtemps. Hein. Il y a un projet qui a été mis en place depuis longtemps. On a créé déjà, à l'époque de Mobutu, par ceux qui avaient des visées sur la République démocratique du Congo. Alors, sur ses richesses? Oui, sur ses richesses. Alors, on va faire schématique. Dans ces conflits, il y a les commanditaires, il y a les sous-traitants et les exécutants. Les commanditaires, c'est certains États occidentaux, et leurs multinationales. Alors, les exécutants, c'est certains pays des Grands Lacs, les Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et les exécutants se trouvent à l'intérieur du pays, c'est-à-dire des taupes qui sont tapis dans les institutions, ainsi que certains Congolais. Donc des politiciens? Oui, des politiciens véreux. Les seigneurs de la guerre, comme on dit. Les seigneurs de la guerre, ainsi que, je suis désolé de le dire, la MONUSCO. Hein, il est là, à Kinshasa, pas donc pour... Là, les forces de l'ONU qui sont sur place, justement, pour régler le problème. Pour régler le problème. Donc, c'est parti de là. Il y a des rapports, il y a des déclarations, il y a des tas de rapports. On a cité des sociétés. Il y a l'American Mineral Field, il y a la Barrick Gold, il y a l'Anglo American Corporation. Je peux vous citer une centaine de sociétés qui sont officiellement vraiment citées dans les rapports. Mais il y a d'autres sociétés qui bénéficient indirectement de ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est toutes les sociétés qui sont liées aux nouvelles technologies. C'est-à-dire Apple, tout ce que vous voulez, Samsung. Apple, les portables, ils en bénéficient très largement parce que les coltans, entre autres, il y a une matière première très rare qu'on trouve. Oui, les colombo-tantalite, c'est un minerai du nobium avec lesquels on fabrique des processeurs, des portables, tout ce qui est écran plat. Et les Congos détenaient, parce que ça évolue, on a trouvé quelques gisements ailleurs, mais les Congos détenaient plus ou moins 80% des réserves mondiales. Alors, si vous voulez produire des télés, des ordinateurs, des portables à faible prix, il faut acheter les coltans à faible prix. Alors, je vais vous donner des prix approximatifs. J'aime pas beaucoup les chiffres. Quand un enfant, disons à l'Est, c'est qui exploite les coltans, le kilo est vendu presque à $50. Mais sur le marché international, c'est à plus de $1,150. Vous voyez la différence. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que la guerre continue. Elsa Voumi, dans ce que j'ai lu, c'est vrai que certains veulent faire passer cette guerre pour une guerre ethnique. Pourquoi, dit-on, c'est une guerre ethnique? Voilà, c'est des Africains ou bien des ethniques qui s'entretuent, donc ça n'intéresse personne. Donc ethnique, c'est sur un territoire national. Donc moi, je peux dire que le Congo n'est pas du tout en guerre ethnique.
c'est des arguments très faciles et qui passent très bien en Occident, qui ont toujours une image très stéréotypée de l'Afrique. Et donc, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, le conflit qu'il y a au Congo, c'est le débordement du génocide rwandais sur le sol congolais. Donc, il y a eu un génocide, il y a eu des réfugiés. Et donc tout cela a participé donc au brouillard qu'on met autour donc de ce pillage économique sans précédent. Donc, lorsque les Rwandais, donc Hutus qui ont repris Tutsis qui ont repris le pouvoir, ont poursuivi donc les Hutus. Voilà, sur le territoire rwandais, un deuxième génocide. Et aussi un génocide des Congolais, surtout dans cette partie est, par le viol massif des femmes. Donc on va en parler en deuxième partie de l'émission. Tout à fait, qui est vraiment un nettoyage ethnique, justement sur les territoires où se trouve cette matière première. Alors, si je peux me permettre pour compléter ce qui a été dit concernant le conflit, c'est vrai que le rôle aussi de la Congo Week, c'est de mobiliser les gens pour qu'ils fassent pression afin que les commanditaires de ces massacres soient livrés à la justice, qu'il y ait des procès qui se déroulent par rapport à ça. Et puis, une précision aussi concernant le conflit, il y a un danger, et c'est ce danger-là sur lequel nous voulons alerter, c'est celui de la balkanisation du Congo. Et donc, on a beaucoup parlé du génocide, mais il y a un autre danger maintenant qui est mis d'ailleurs en exergue par le rapport du 18 juin concernant le soutien apporté par le Rwanda aux rebelles du M23 et qui est celui qui porte sur la balkanisation du Congo. Et donc, c'est ce message-là que nous voulons aussi porter et dire que voilà, il faut se mobiliser pour que cela ne se produise pas. Et puis, une dernière chose, pour revenir sur la question du coltan, c'est que la Congo Week se déroule sur une semaine. Et le mercredi 17, nous avons une action qui est celle de la journée sans portable. Donc, lors de cette journée, nous demandons aux participants d'éteindre leur téléphone portable, d'enregistrer un message sur lequel ils expliquent que les portables, les ordinateurs et toutes les consoles de jeu contiennent du coltan. Et que c'est cette matière première qui alimente en partie le conflit en RDC. Donc, il y a deux volets. Il y a celui, effectivement, de la prédation des ressources humaines, des ressources naturelles, mais il y a aussi celui qui porte sur la balkanisation du Congo. Et Jean-Paul Mbogo, justement, sur le conflit, sur le fait qu'on veuille faire passer ce conflit pour quelque chose d'ethnique et qu'on voit qu'il y a plein d'implications, le Rwanda, le Burundi, on l'a vu, et puis les pays occidentaux. Vous, comment vous l'analysez? Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer la situation, selon vous? Je pense que pendant très longtemps, on a vendu effectivement ce conflit comme étant un conflit à connotation ethnique, mais les choses évoluent très profondément. Beaucoup d'acteurs internationaux sont en train de migrer effectivement vers cette explication du conflit en RDC par rapport à des causes économiques. Il faut savoir que justement, suite à cette prise de conscience, il y a eu tout un mouvement à l'international, notamment marqué par un certain nombre de congrégations religieuses, de groupes de pression, qui ont notamment conduit à l'adoption d'une loi aux États-Unis qui s'appelle le Dodd-Frank Act. Ce Dodd-Frank Act, en fait, est une loi américaine qui va forcer un certain nombre d'entreprises de l'industrie, notamment des télécoms, qui utilisent le coltan, un certain nombre de matières premières qui viennent de l'Est du Congo, à avoir une gestion plus transparente de leurs sources en fait, d'approvisionnement. Et des actions des campagnes comme la Congo Week pour justement militer auprès des utilisateurs pour qu'ils se renseignent, pour qu'ils sollicitent en fait ces entreprises pour une meilleure traçabilité des composants, des matières premières qui rentrent dans ces produits. Ce type d'événement peut justement avoir un effet profond sur le conflit à l'est du pays. Alors, oui, rapidement. Un complément à l'information. La loi Dodd-Frank a été reprise aussi au niveau européen et un projet similaire est à l'étude à l'heure actuelle. Simplement, la mise en œuvre de cette loi est très très difficile. Et il y a une autre loi qui a été votée en 2006 par Barack Obama lorsqu'il était sénateur. On va en parler justement. Voilà, alors je laisse... Voilà, on a un extrait justement du film qui circule sur YouTube, que je crois que c'est le mouvement qu'il a réalisé, donc La vérité sur le conflit. Alors je vous propose de regarder les 5 premières minutes de ce film. C'est justement assez éclairant sur ce qui se passe justement en RDC. C'est parti. Congo is like a nightmare in heaven. It's a heaven because, you know, Congo is the heart of Africa. So much natural resources, the people, the
animals, the flowers, everything, you know. Congo is heaven, but the thing is that people are living like in hell. People are dying. At first, we used to hear 1 million people die, 2, 3, 4, 5. And the situation is getting worse and worse, you know, because the money is there, the resources are there in Congo, and everybody wants a piece of Congo. Everybody wants a piece of Congo. Why are people living hand to mouth in one of the most mineral-rich countries in the world? The Congo produces more than $1 billion of gold alone each year. And the cobalt and the tin and the copper and the tungsten, all of that we're benefiting from, but yet we're silent. When people invade your country, they rape your women, they rape the kids, they morally control your mind. There's a pattern to genocide. You can see it coming. I mean, it's like a hurricane. Are we going to have to wait for 20 more years before somebody does something to stop this Holocaust? There's a global consensus that exists that says it's okay for nearly 6 million black people to die in the heart of Africa and for us to be silent. So I kept asking our intelligence people, is there any truth to this? I mean, what's happening out there? I don't think policymakers could claim that they didn't know. There's something wrong. There's something wrong with us in terms of the way we think about Africa. The story of Congo is often overlooked for its complexity. It's a story where boundaries are porous and national identities mean little. Militant groups with ever-changing acronyms are not who they claim to be, and neighbors loot and murder while they are praised by the international community. But the death toll is now surpassing that of the Holocaust, in part because of the way the United States is involved in Central Africa. Now facing a critical juncture in their history, the Congolese people need us to change the way we're involved so that they can have the space to start rebuilding their country. The first principle to understand about the Congo: the affairs of the Congo have not been determined by the people of the Congo. The national boundaries were formed at the Berlin Conference in 1885 when Congo was given to King Leopold II of Belgium as his own personal property. He owned it for 23 years, and during that time made a huge fortune off the territory, estimated at well over $1 billion in today's American dollars, primarily from turning people into forced laborers to gather ivory and then even more so wild rubber. As the Belgians were pursuing ivory and rubber, though, they discovered lots of gold deposits, diamonds, copper, cobalt, and many other minerals. So, since 1885, Congo has been caught in the midst of a geostrategic battle, primarily for her natural resources. Part of its ongoing conflict has been the desire by different armed groups and neighboring countries to benefit, to get rich, to make money from those particular minerals. These resources that are found in the Congo are vital to major industries in the West, whether we're talking about the automotive industry, aerospace industry, technology industry, the electronics industry, even the jewelry industry. These minerals exist in great profusion throughout the Democratic Republic of Congo, especially in its eastern part. And this is the largest territory on Earth which really doesn't have a functioning government. People can say anything, but the Congo is still a police state. There is no freedom of the press. You hear people being killed. The army is not an army. You know, this is a bunch of people who are indisciplined, who still roam the streets. But all this 125 years must be taken into consideration to fully understand why Congo is in a weakened state today.
Voilà donc voilà 5 petites minutes qui nous donnent un aperçu de ce qui se passe là-bas. Et ce qui est effrayant, lorsqu'on parle de 6 millions de morts, on a du mal à croire qu'il y a eu 6 millions de morts et que ce conflit n'ait pas intéressé beaucoup plus les médias, n'ait pas beaucoup plus intéressé les institutions internationales, les tribunaux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence justement sur le conflit, Rebecca Kabango, selon vous? Bien, on a vu dans le reportage que nous venons de voir qu'il y a des enjeux géostratégiques très importants qui touchent la République démocratique du Congo. De nombreuses multinationales sont impliquées dans l'approvisionnement, donc l'exploitation illégale des ressources. Et on évoquait tout à l'heure, juste avant la coupure, que les politiques ont parfois certaines réticences en fait à aborder le conflit, à vraiment faire en sorte aussi qu'il y ait une résolution de conflit, parce qu'ils sont soumis à des intérêts qui font pression sur eux, qui les dépassent un peu. Est-ce que ça veut dire que pour certains pays occidentaux, on va dire les choses clairement, c'est mieux qu'il y ait l'instabilité au Congo, c'est mieux qu'on continue de s'entretuer pour pouvoir se servir et piller le pays? Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est tout à fait. En fait, la politique, c'est un Congo faible, c'est juste un champ, n'est qu'un champ de mines, en fait, des minéraux, pardon. Un Congo faible, c'est juste un champ de minéraux, où on peut se servir comme on veut. Mais par contre, un État fort empêchera ces trafics de continuer, ce qui fait que le pouvoir politique en Occident, qui a des accointances ou qui a un mariage incestueux avec le pouvoir économique, fait de telle sorte que le Congo soit toujours affaibli afin de l'exploiter à vil prix. Le Congo, c'est comme une dame qui a perdu sa dignité et qui s'est fait violer sur la place publique. C'est ça l'image qu'il faut donner. Ce qui veut dire que des pays comme les États-Unis, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, tout ça, c'est à mettre dans le même sac? C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, il y a les commanditaires. Et les commanditaires, à la tête des commanditaires, c'est quand même les États-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne. On parle même d'Israël, le pays de la Shoah. D'autres pays se sont donc ajoutés et qui utilisent comme bras armés les petits pays, donc à la frontière est du pays, qui seuls ne peuvent pas déstabiliser un grand pays comme ça. Burundi, Ouganda, Rwanda. Voilà. Et cela est parti de ce qu'on appelait la politique de la Renaissance africaine mise en place par le président Bill Clinton. Et c'est parti de là. C'est alors qu'il a recruté des dirigeants qui trouvent dynamiques, c'est Museveni, Kagame et certains dirigeants burundais pour mettre en place ces plans. Comment expliquer que le Rwanda, un pays qui n'a pas une armée aérienne, s'est retrouvé à 2000 km à l'ouest, disons, à 2000 km de ses frontières, donc dans la province du Bas-Congo, prendre les barrages d'Inga, couper l'électricité pendant plusieurs semaines à Kinshasa. J'ai vu de mes propres yeux des bébés mourir dans des couveuses parce qu'on avait coupé l'électricité dans presque tout le Congo pendant plusieurs jours. Et lorsque la population de Kinshasa s'est défendue parce que l'armée rwandaise est arrivée à l'est de Kinshasa, dans les quartiers est, à 2000 km de chez lui, Madame Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américain à l'époque de Bill Clinton, a dit sur CNN que les Rwandais, disons les Tutsis, c'est comme ça qu'elle a dit, constituaient la prunelle de ses yeux et qu'elle allait les défendre à n'importe quel prix. Alors justement, sur cette question, il y a dans le film aussi, on évoque la question de la culpabilité de l'Occident qui n'a pas pu empêcher le génocide au Rwanda, et donc cette culpabilité les empêche de voir la vérité et justement d'aller régler le conflit. Il y a aussi la question des matières premières, on le voit que c'est vraiment au cœur de ce problème, 6 millions de morts. Justement, en quelques années, ces gens-là, ils sont tués comment? Qui les tue? Qui sont les responsables, Jean-Paul Mbogo, selon vous? En soi, vous avez plusieurs causes de mortalité. La première cause, c'est le conflit en lui-même, avec des formes d'agression particulièrement violentes. Des villages qui peuvent être pillés, des écoles attaquées. Ensuite, vous avez des formes de mortalité qui sont indirectes, qui sont liées à la pauvreté qui gagne ces régions-là. Donc des formes de mortalité qui sont liées notamment à la malnutrition, qui sont liées à la propagation d'un certain nombre d'épidémies. On parlera notamment du sida. Voilà. Donc en soi, c'est une mortalité directe et une mortalité indirecte qui, à long cours, en fait, donne ce chiffre de 6 millions de personnes. Parce que le conflit déstabilise toute la région. En fait. Oui, je voudrais, voilà. Et à l'est, ça ressemble au Rwanda. C'est très agressif.
agricole et c'est très montagneux. Et donc, quand on viole les femmes de ces villages, donc c'est vraiment la destruction à la base de la famille. On les viole donc en détruisant le vagin, avec des objets contondants. On a tout retrouvé dans les vagins des femmes. Et donc, ça tue la population. C'est ça qu'on appelle fémicide. Voilà, féminicide, ça tue la population. Les femmes ne peuvent plus aller au champ, parce que c'est là qu'elles se font violer, elles se font attraper. Donc il n'y a plus à manger dans les villages. Elles émigrent et voilà, Et elles ne peuvent plus avoir d'enfants après ce genre d'événements. Il y a plus d'1 million de déplacés au Congo, de Congolais déplacés au Congo de ce fait-là. On parle beaucoup du viol des femmes, mais il faut aussi mentionner que de plus en plus, il y a le viol des hommes. Oui, et que donc, ça nous ramène aussi au point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la balkanisation, parce que c'est une réelle attaque à la population congolaise. C'est-à-dire que, d'une part, on attaque les femmes et on ralentit le processus de repeuplement de la région, et d'autre part, on s'attaque aussi à la dignité des hommes, à la dignité des populations qui sont sur place, et avec en plus, en prime, tout le mouvement des déplacés. Alors, je lis à ce propos un reportage où quelqu'un disait les jours où on a fait de moi une femme. Un homme violé qui racontait cet événement, c'était poignant. Et puis l'argument qui consiste à dire que l'Occident est culpabilisé, ça c'est vraiment de la pure distraction. Si l'Occident était culpabilisé, ils allaient se dire plus jamais ça. Comme ils ont dit avec la Shoah, plus jamais ça. Mais il y a eu la Shoah, ils ont laissé faire au Rwanda. Et au lieu de stopper au niveau du Rwanda, qu'on puisse se limiter à un bilan pour le XXe siècle, principalement de 2 pays, bien qu'il y en ait d'autres, Israël et Rwanda, maintenant c'est les Congo. C'est juste pour ne pas voir en face leurs responsabilités. Alors, justement, avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder cet extrait encore du film, très poignant aussi sur ce dont on vient de parler, le viol des femmes, utilisé donc comme arme de destruction massive. C'est parti. Rape happened to be one of the weapons that worked the most, because as soon as you destabilize a community, you rape the entire village, the women of the entire village, in front of the children, in front of the husband, in front of the neighbors. That community is broken completely, because the men cannot look at the wives in the eye and say, we were unable to protect you, and the women cannot survive that trauma. Congo is one of the worst places in the world to be a woman or a girl. And one of my recent trips to Congo, I met up with a young girl who was 15 years old. She had been violently raped by one of the rebel groups, and she had been held for 3 months in a hole in the ground, in a pit, naked. And every day, another combatant would come and rape her. She was only 15. She realized at one stage that she had fallen pregnant. And then they killed her best friend who was in the pit with her. There were 2 of them. And she had to stay in that pit with the body for 6 weeks, unable to climb out of the pit, knowing that she was pregnant and still being raped day in, day out. Since 1996, hundreds of thousands of Congolese women and girls have been raped, and the violence is escalating. Their attackers are foreign or Congolese, the lines between them blurred by years of greed, chaos, and impunity. As the women are broken, so is the community, a war strategy that leaves tens of thousands of people dead every month. Et donc, au cœur de ce problème, on l'a vu, donc voilà, il y a tous ces drames, mais il y a aussi c'est la question économique, vous le disiez, Jean-Paul Mvogo. Donc c'est ça qui est vraiment, qui soutient ce conflit, c'est ces minerais, ces matières premières, parce que tout le monde veut sa part, on oublie le peuple et on se sert et puis on écrase les petits. Oui, tout à fait. Il faut savoir que comme on l'a dit tout à l'heure, ces minerais en fait entrent dans la composition
de toute une série en fait d'industries, de produits qui sont dans des industries qui sont les industries du siècle à venir, du 21e siècle. Donc derrière, effectivement, il y a une guerre stratégique pour justement la captation de ces ressources-là. Alors, mais pourquoi je ne sais pas, moi je suis naïf, hein, voilà, on sait que le Congo c'est un pays, mais pourquoi on ne se met pas à table, comme dit quelqu'un, un intervenant du film, vous voulez les minerais, discutons, mettons en place des industries et puis on partage les bénéfices. Pourquoi ça ne peut pas se faire? Oui. Donc là, comme on a vu dans le reportage, c'est depuis 1885. La conférence de Berlin, ce n'était pas le partage de l'Afrique, c'était des contrats commerciaux sur l'Afrique. Et Léopold II était le propriétaire personnel du Congo, et à ce moment-là déjà, il n'y avait pas que des Belges qui exploitaient le Congo, c'était des personnes de toutes les nationalités. Et c'est ce problème-là, donc gratuit, de toutes les nationalités comme elles voulaient. Et en fait, c'est ce système-là qui continue, qu'on veut perpétuer en nous mettant des dictateurs, en protégeant les dictateurs, et quand les dictateurs ne conviennent plus pour les politiques extérieures ou l'image de l'Occident, on les met dehors. Voilà. Et je voudrais parler pour les Congolais du terrain. Il faut arrêter de prendre les Congolais pour des imbéciles. Ils disent, c'est un agenda caché de longue date. Donc c'était planifié. C'était planifié. Oui, quelqu'un le dit, les USA ont favorisé l'invasion du Congo par l'Est, par les Rwandais. Et en passant par le génocide, ils savaient très bien qu'en passant par ce génocide du Rwanda, ils avaient un autre objectif. Voilà. Donc, et tout ça est très bien dit dans les rapports des experts de l'ONU. Tout le monde peut télécharger ces rapports. Ils sont limpides et ils existent depuis 2001-2002. Quel est le rôle, on en a parlé un petit peu, mais quel est le rôle vraiment exact des États-Unis, par exemple, dans ce conflit, Rebecca Kabango? Le premier soutien de Kagame, on le sait, on les voit souvent ensemble, c'est Bill Clinton. $1 milliard versé au Rwanda. Vous voyez que lorsque le rapport du groupe qui expose le soutien du Rwanda au groupe rebelle du M23 est sorti, les États-Unis n'ont proposé comme sanction que 200 000 euros, une suspension de 200 000 euros, alors que les accords et les soutiens financiers des États-Unis vers le Rwanda sont beaucoup plus importants que cela. Donc, c'est de longue date que, en fait, Kagame est appelé le poulain de Bill Clinton. Et donc, c'est une politique qui a été mise en œuvre pour pouvoir justement s'accaparer les ressources naturelles de la RDC et instrumentaliser, j'insiste bien sur cette expression, instrumentaliser le chaos. Parce qu'une population qui est affaiblie, c'est une population qui a beaucoup plus de difficultés à se prendre en charge et à résoudre les problèmes, la situation dans laquelle elle se trouve. D'ailleurs, à ce sujet, je vais faire juste un petit point par rapport à la Congo Week. La journée du 18 octobre, nous aurons justement tout un éclairage historique sur l'origine, en fait. On va retourner justement aux origines de l'histoire récente pour voir où sont en fait les racines de ce conflit et expliquer en fait du point de vue historique les racines de ce conflit. Déjà que le génocide de Léopold II, par rapport toujours aux richesses du Congo, n'a jamais été condamné, on continue un autre génocide, puisque Léopold II, c'était les caoutchoucs du sang. Les hommes étaient émasculés, justement parce qu'ils n'avaient pas totalisé leur quota de caoutchouc. Mais Léopold II était obligé de faire cela parce qu'il avait une dette de plusieurs millions de francs, or qu'il devait payer à la famille, les cousins de la famille royale britannique. C'était la famille Danoff. Et la famille britannique, aujourd'hui, le gouvernement britannique est impliqué jusqu'au cou. Tous les rapports sur le Congo, on parle de la Grande-Bretagne. Personne ne critique. Il y a certaines personnes en Belgique aujourd'hui qui pensent que le Congo, c'est leur propriété. Ils continuent leur politique. Ils sont là, on les connaît. Et il n'y a aucune réaction par rapport à cela. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la donne économiquement sur place, selon vous, Jean-Paul Vrovo, vous qui êtes économiste? Je pense qu'il y a premièrement une guerre des idées à mener. Il faut savoir, on a parlé tout à l'heure de la balkanisation, les théories sur la balkanisation du Congo, too big to be governed by one center, en fait, trop grand pour être gouverné par un seul centre, naissent parfois dans des grands centres internationaux de réflexion intellectuelle. L'idée peut-être à véhiculer, c'est qu'un Congo fort et grand peut bénéficier à toute la sous-région et à toute l'Afrique. Il faut savoir que déjà dans les années 60, un prix Nobel d'économie, Rostow,
a fait un séjour au Congo et expliquait dans les conclusions de son rapport qu'un Congo viable, grand, fort, ayant de bonnes infrastructures de transport, serait à même véritablement d'arrimer toute l'Afrique à sa croissance. C'est peut-être ça, la bataille des idées à gagner, et expliquer que, bon, globalement, le tout minier, on peut le mettre de côté. Le Congo, c'est avant tout une population. C'est 150 millions de personnes à l'horizon 2050. C'est des secteurs que l'on peut développer. C'est le tertiaire, c'est le secondaire. C'est pas forcément le minier. Voilà. Donc, c'est bien ça, la bataille des idées. Un Congo fort n'est pas une menace. Un Congo fort est un pôle de stabilité pour toute la région. Alors justement, oui, la bataille des idées, on en parle. Je vais vous proposer d'écouter ce discours du président Obama, même si on voit que l'attitude des États-Unis est assez ambiguë. Barack Obama a tenu justement ce discours sur l'Afrique. On écoute ce qu'il dit, donc pas d'hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. C'est parti. Point fingers and to pin the blame of these problems on others. Yes, a colonial map that made little sense helped to breed conflict. The West has often approached Africa as a patron or a source of resources rather than a partner. But the West is not responsible for the destruction of the Zimbabwean economy over the last decade. Wars in which children are enlisted as combatants. But now, Obama, when he went to Ghana, he had a huge speech, that really woke up Africans. He was very harsh. It was almost as a dad telling the kids, you guys need to get your act together. You can't have election here and sprinkle some elections there and call that democracy. That was good for him to say that, saying that, he's demanding that there are some accountability for political leaders in Africa. But he said something that still sticks with me today. He said that America is ready to support strong institutions, but not strong men. Africa doesn't need strong men. It needs strong institutions. As for America and the West, our commitment must be measured by more than just the dollars we spend. I pledge substantial increases in our foreign assistance, which is in Africa's interests and America's interests. But the true sign of success is not whether we are a source of perpetual aid that helps people scrape by. It's whether we are partners in building the capacity for transformational change. Voilà donc ce que dit le président Obama sur ce conflit. Il nous a rejoint sur le plateau Alain Ndongisila, qui est à la tête de l'association Devoir de mémoire et qui milite depuis 2009 pour interpeller l'opinion publique sur cette crise. Jean-Paul Mvogo, qui était avec nous, est parti. Vous nous avez rejoint. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Ndongisila. Vous avez écouté l'émission à côté. Vous avez vu tout ce qu'on a dit sur justement ces opérations qui se mènent, sur le rôle des États-Unis. Vous, avec votre association, qu'est-ce que vous avez justement mis en place pour justement faire en sorte que les choses évoluent, qu'on en parle de plus en plus de ce conflit? Oui, merci pour la parole. Par rapport à tout ce qui se fait en RDC, nous avons mis en place une série de conférences appelées Devoir de mémoire, qui est effectivement le nom de notre association, pour enseigner aux Congolais, aux Africains, à toute personne qui s'intéresse au Congo, à la crise congolaise. Donc depuis 2009, il y a chaque année une conférence spéciale Devoir de mémoire. Donc nous faisons intervenir des spécialistes, des journalistes, des historiens dans tous les domaines pour expliquer réellement la cause de la guerre au Congo. Et nous devons signaler aussi que le peuple congolais en a marre. Parce que l'arme qui a décidé de combattre la Deuxième Guerre mondiale, la bombe atomique d'Hiroshima, les matières premières viennent du Congo. Donc le Congo a tout donné sur cette terre. Les caoutchoucs avec les pneus, c'est le Congo, à l'époque du roi, du pharaon Léopold II. Donc le Congo a tout donné. Pourquoi tuer les Congolais à cause de ses richesses? C'est pourquoi nous disons,
non, 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 il faut que cela s'arrête. Parce qu'on ne peut pas massacrer. À l'époque du roi Léopold II, il y a eu plus de 10 millions de Congolais, comme avait dit le journaliste Kerwin. Personne n'en parle. Et actuellement, il y a plus de 6 millions de morts. Personne n'en parle. Donc voilà pourquoi nous soutenons le Congo 8 Paris pour que les gens s'intéressent à la crise congolaise. Alors comment peut-on voir l'avenir? On arrive un petit peu à la fin de cette émission. Comment peut-on lancer l'avenir pour dire, bon voilà, qu'est-ce qui peut se passer pour que les choses s'améliorent? Est-ce que ça ira de mal en pire au Congo? D'abord, je pense que ce que nous faisons tous, c'est bien et qu'il ne faut pas oublier la puissance de l'opinion publique. Et c'est sur cette opinion publique que je pense nous basons tous en brisant le silence et en voulant donc que l'information circule. Alors, Congo Actif et beaucoup d'autres associations utilisent donc ce flyer qui explique la genèse du problème, le prix très lourd payé par les femmes qui donnent la vie et sans lesquelles il n'y aurait plus de population au Congo. Et donc explique la situation, le cœur de la situation au Congo. Quand on a commencé à comprendre qu'il y avait un génocide, c'est par l'arrivée de femmes au vagin complètement éclaté. Alors, on a aussi violé et enterré des femmes vivantes dans ces contextes-là. Donc, ce flyer est créé de plus en plus de réseaux pour que ce drame humanitaire soit vraiment mis à jour. Kerwin, la faiblesse des démocraties occidentales, c'est leur opinion publique. Donc, si on frappe l'opinion publique, on peut arrêter ces massacres. Parce que lorsque les Occidentaux décident de quelque chose, ils y vont jusqu'au bout et ils anticipent sur plusieurs années. La scission du Soudan en 2 pays, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si vous lisez Pierre Péan, ça date de longtemps et ils y sont parvenus. Et lorsqu'ils utilisaient les États du Balkan comme laboratoire, ils l'ont utilisé par rapport au Congo. Ils sont décidés, mordicus, à balkaniser ces pays pour en faire des pays très faibles qui ne peuvent pas résister aux multinationales, qui pourront exploiter parce que le Congo est un des 3 pays les plus riches du monde potentiellement. Donc ce qu'il faut faire, d'abord, il faut toucher les opinions publiques, faire en sorte que les responsables soient traduits en justice, bien que ce soit vraiment hypothétique pour M. Bill Clinton. Lui, c'est un Américain, c'est presque un dieu sur Terre, on ne le touchera jamais, mais il a une responsabilité énorme par rapport à ce dossier. Alors, il faudrait utiliser la justice occidentale. Elle a ses faiblesses, mais on peut utiliser ses forces. C'est-à-dire, comme Clinton ne sera jamais à la Cour pénale internationale, il faut déposer une plainte aux États-Unis. Une fois qu'on va s'en occuper, je pense que certains dirigeants occidentaux mettront la pédale un peu douce par rapport à ce qui se passe au Congo, parce que ça devient inadmissible. Nous sommes dans une région où on a tué 3 présidents sans procès. On a tué plusieurs évêques, défenseurs des droits humains, journalistes. Mais il y a eu, par exemple, le monseigneur Kataliko, juste pour avoir désigné du doigt ce qui se passe au Congo. Il n'y a pas de procès. Mais comment expliquer qu'on est en train de dépenser des millions pour trouver l'assassin d'un ancien Premier ministre libanais? Vous abondez justement, j'imagine, dans le même sens que Rebecca Kamango. Tout à fait. Je pense que c'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit la Congo Week. La première chose, c'est de mobiliser l'opinion publique. Là, on vient de voir en fait une partie du discours de Barack Obama et je vais revenir sur la loi qu'on a évoquée brièvement tout à l'heure pour dire que c'est une loi qui prévoit beaucoup de choses pour la résolution du conflit dans l'est de la RDC. Mais étrangement, en 2008, quand M. Obama est devenu président, c'est son engagement pour la République démocratique du Congo, c'est totalement volatilisé. Donc, je vais faire aussi un petit parallèle avec ce qui se passe pour la francophonie. François Hollande dit qu'il va se rendre à Kinshasa pour rappeler les valeurs qui sont attachées à la langue française, qu'on soit d'accord ou non avec sa présence. Il y a une loi qui a été votée aussi ici en France, qui est une loi pour le budget, donc qui a débloqué 5 millions d'euros pour subventionner la francophonie. Donc le travail, par exemple, de la Congo Week, c'est de dire aux contribuables français, dont certains d'entre nous font certainement partie, voilà, l'État français dépense 5 millions d'euros pour financer
un événement qui va se tenir dans un pays où les droits de l'homme sont constamment bafoués. Aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle. Eugène Diomide Dongala, qui avait été arrêté dans des conditions plus que floues le 27 juin 2012, a été libéré. Nous nous en réjouissons. C'est aussi un moyen de montrer que voilà, la mobilisation du peuple congolais d'abord pour le respect des droits humains en République démocratique du Congo. La quête sans relâche d'alliés dans la communauté internationale, je pense que c'est vraiment ça qui va nous permettre de mettre un terme à ce conflit et de faire en sorte, dernière phrase, que le peuple congolais soit souverain et digne dans ses frontières. On rappelle les dates justement de la Congo Week ici à Paris. 17 octobre, journée œcuménique. Toutes les églises, les lieux de culte ont un temps de prière pour honorer les victimes et une prière d'espoir pour le Congo. Mercredi, journée sans portable. Jeudi, conférence, rappel historique. Vendredi, conférence plus portée sur les crimes économiques, la prédation, parce que c'est bien un système de prédation économique qui a lieu actuellement en République démocratique du Congo et depuis Léopold II. Et dimanche, rapidement, journée sur le Kivu, les crimes, le conflit et le rôle de la diaspora. Alain Dongizila, un espoir pour ce pays, pour votre pays? Oui, un espoir, en fait, je dirais, dans le testament de Patrice Lumumba, il a dit ceci à mes enfants que je laisse, que peut-être je ne reverrai plus, qu'on leur dise que l'avenir du Congo est beau. C'est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire sur Congo Week. L'adresse email c'est congoweekparis@gmail.com plutôt. Je répète, congoweekparis@gmail.com et les téléphones c'est les 06 48 06 38 43. L'avenir du Congo est beau. Nous, les croyants, nous sommes debout. Merci en tout cas, merci à vous d'avoir fait le déplacement pour venir sur ce plateau. Pour terminer cette émission, je voudrais vraiment terminer par cet appel, un appel contre l'indifférence qu'il y a justement dans ce film qu'on a vu tout au long de cette émission. Regardez ça, après vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas. The situation in the Congo is not just a Congolese issue. It's not just an African issue, but it's a global issue. It's a worldwide issue. Congo is a part of the second largest rainforest in the world. It's vital to the fight against climate change. If you're concerned about climate change, you should be concerned about Congo. Half of those who have died as a result of the conflict are children under the age of 5. So if you're a child advocate, if you're concerned about children, you ought to be concerned about what's happening in the Congo. If you're concerned about women, if you have a mother, a sister, you ought to be concerned about what's happening in the Congo. If you drive an automobile, or flying airplanes, or own a cell phone, as a human being, at the very least, you ought to be concerned. You ought to say something. You ought to want to find out why this is happening. You ought to be moved to want to bring an end to it. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Télé Sud.